Donc aujourd'hui, nous recevons Michel Verdaguer qui va nous parler des matériaux moléculaires, comme vous pouvez vous en douter avec pas mal d'illustrations. Michel Verdaguer est né en 1942. Il est ancien élève de l'École normale supérieure de l'enseignement technique de Cachan, agrégé de physique, docteur d'état de physique-chimie, mention chimie. Il a été d'abord professeur du second degré, puis maître de conférence à l'École normale supérieure de Saint-Cloud. Il est ensuite entré au CNRS. Il a été associé au CNRS, chercheur associé au CNRS, et puis il est devenu, depuis 88, professeur à l'université Pierre et Marie Curie, laboratoire de chimie des métaux de transition, et il est, depuis 97, directeur du laboratoire de chimie inorganique et matériaux moléculaires à Paris. Ses spécialités, c'est donc chimie inorganique moléculaire, magnétisme moléculaire. Il va nous parler de ses spécialités. Il est membre de la Société française de chimie, de l'American Chemical Society, de l'Union des physiciens. Il a reçu un certain nombre de prix, dont le prix Paul Pascal de l'Académie des sciences en 97. Il est l'auteur d'articles dans des revues scientifiques. Je signale un livre peut-être plus accessible que les revues, un livre d'expérience de chimie, d'oxydoréduction, concept et expérience, paru chez Ellipse en 1991. Voilà, je vais lui donner la parole pour 50 minutes. Il m'a demandé de le rappeler 5 minutes avant les 50 minutes où il en était. Et ensuite, il répondra à vos questions. Je vous remercie. Bien, merci de cette aimable introduction. Je voudrais, comme un certain nombre de mes collègues, dire que quand on m'a proposé de venir ici, à cette heure-ci, un dimanche, à la fin du mois d'août, j'ai eu le même recul que mes collègues, en me disant que les matériaux moléculaires, vraiment, à la fin du mois d'août, même par une journée pluvieuse, il y avait bien mieux à faire. Il se trouve que le sujet qui m'était proposé était les matériaux moléculaires à la fin d'un cycle sur chimie, science des transformations ou science de transformation de la matière, et que, d'une façon ou d'une autre, les matériaux ont toujours rythmé l'histoire de l'humanité. Et comme on verra tout à l'heure, notre époque, notre âge est celle des matériaux complexes, que ce soit le silicium avec des applications en électronique, ou que ce soit le nylon qui est un polymère bien connu. Et un écrivain, Elsa Triolet, a écrit une série d'ouvrages sur l'âge du nylon. Et dans une postface qu'elle a écrite un peu après cet ensemble de 3 romans, elle explique que dans notre âge, eh bien, la distance entre le consommateur de biens et celui qui le crée, entre celui qui consomme et celui qui transforme, est sûrement aujourd'hui beaucoup plus grand qu'entre hier l'aristocrate et la bergère. Et je pense que, et c'est peut-être l'une des raisons qui a fait que j'ai accepté effectivement de cette invitation, c'est qu'il me semble que Yves Michaud et ses collègues ont bien fait de saisir cette opportunité, même si l'an 2000 n'est qu'un prétexte, à rapprocher ceux qui savent, sont moins ignorants que les autres, et ceux qui veulent savoir. Donc merci de cette initiative. Donc ici, ce que je voudrais mettre en évidence, c'est que on peut partir de la molécule, et ici nous avons la molécule la plus simple, par exemple de dihydrogène, vous prenez deux atomes d'hydrogène, ça te fait une molécule de dihydrogène, vers des matériaux plus complexes, dont un certain nombre sont sur la paillasse. Il s'agit de transformer la matière, et en gros, le plan que je vais suivre sera le suivant. Qu'est-ce qu'un matériau moléculaire? Quels sont les fondements physico-chimiques pour créer un matériau moléculaire? Est-ce qu'on peut concevoir des matériaux pour leur faire remplir une fonction? Est-ce qu'on peut les utiliser en électronique? Est-ce qu'on peut créer une discipline qui s'appelle l'électronique moléculaire? Et ensuite, j'essaierai de conclure.
Donc d'abord, qu'est-ce qu'un matériau moléculaire? Eh bien, un matériau moléculaire, ce sera un matériau constitué de molécules. Ça paraît évident. Qu'est-ce qu'une molécule? Ce sera un ensemble d'atomes qui seront liés entre eux par des interactions particulièrement particulières qui sont appelées liaisons covalentes, on en dira un mot. Et qu'est-ce qu'un matériau? Eh bien, un matériau, ce sera, dans la définition que je vous en propose aujourd'hui, une substance utile, qui sera le plus souvent un solide, mais pas nécessairement un solide, c'est-à-dire une substance qui va être utilisée pour, en fonction de ses propriétés, pour remplir une fonction dans un dispositif qui ensuite satisfera un besoin, soit individuel, soit social. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une molécule? Eh bien, une molécule, j'ai déjà cité la plus simple, le dihydrogène, mais le diazote et le dioxygène, nous baignons dans l'air qui est un ensemble de molécules de dioxygène et de diazote, l'une magnétique, l'autre pas. Et puis, en voilà d'autres. Pour certaines, ici, l'acide chlorhydrique, eh bien, on aura deux atomes différents, et nous, c'est pareil. Et ici, toutes les molécules polyatomiques, l'ammoniac, par exemple, qui est très utilisé en agriculture, et ici, le début des molécules organiques, le méthane et le méthanol. Bien, un certain nombre de ces molécules, par exemple le sulfure d'hydrogène, qui ne diffère de l'eau, qui oxygène soufre, c'est juste en dessous dans la classification périodique, et l'un est absolument indispensable à la vie, l'autre est un gaz nauséabond. J'ajouterai à ces quelques molécules, parce que c'est un peu mon métier, les complexes métalliques. Et qu'est-ce que sera qu'un complexe métallique? Comment je vais le définir? Ce sera une molécule ou un ion moléculaire dans lequel on aura ici on aura un métal, par exemple ici le cuivre, ici le fer, entouré d'un certain nombre de molécules ou d'ions que nous appellerons les ligands. Et par exemple, il faut se méfier des représentations. La porphine, qui est un cycle qui est ici, qui est le cycle tétrapyrolique, que l'on retrouve dans l'hémoglobine, qui transporte l'oxygène, dans la chlorophylle, qui produit le dioxygène. Eh bien, vu de dessus, c'est ceci, et vu de côté, c'est cela. Donc, c'est une molécule plane avec beaucoup d'électrons délocalisés. Nous sommes donc dans un cycle de transformation de la matière, et les matériaux ne deviennent matériaux, on passe du composé chimique, de la substance chimique au matériau, lorsque ce matériau est inclus dans un dispositif pour remplir une fonction. C'est-à-dire qu'on va partir ici d'un besoin, et ça relève à la limite des sciences humaines, et le besoin sera différent quand on est un homme des cavernes ou un homme du XXIe siècle. Ensuite, on va exprimer un besoin qui sera, par exemple, d'avoir une nappe pour le pique-nique de l'an 2000, c'est un besoin, et on le satisfait avec une synthèse d'abord. Donc on aura ici à faire la chimie, ensuite on va étudier les propriétés de cette substance, et ça, ce sera la chimie et la physique. Ensuite on va le mettre en forme, ce sera la science des matériaux, à la fois au niveau de la structure moléculaire, cristalline, et de la microstructure. Ensuite on va le transformer en produit, et là il va y avoir beaucoup d'ingénierie. Et enfin, donc, on va essayer de vendre ou de proposer le matériau sur le marché. Donc, on va aller ici de l'atome à la molécule, à la propriété, à la fonction, au dispositif, au produit, et le tout étant lié, le cas échéant, par le besoin et par le marché dans une société comme la nôtre. Je disais tout à l'heure que les matériaux ont scandé l'histoire de l'humanité. En fait, c'est la maîtrise des matériaux qui a donné le nom aux âges que nous connaissons, l'âge de pierre, l'âge de bronze, l'âge de fer, et ici l'âge du silicium ou du nylon. Si on regarde d'un tout petit peu plus près, ici j'ai mis l'année, ici j'ai mis le matériau, ici j'ai mis le matériau moléculaire. Vous voyez que même si on n'en a pas des preuves formelles, eh bien les fibres naturelles, l'utilisation par l'homme pour se couvrir, par exemple, d'un certain nombre y compris de matériaux comme des peaux de bêtes ou des fibres naturelles, eh bien sont parmi sûrement les premiers matériaux qui ont été utilisés par l'homme. Ensuite, ici, le bronze, le fer, ça c'est des métaux. Et ici, vous aurez toute une série de céramiques
avec un certain nombre au niveau des matériaux moléculaires, la matrice du chanvre, de la soie, du papier par les Égyptiens et les Chinois autour de l'an 0, qui nous vaut l'an 2000 aujourd'hui. Et puis, les choses s'accélèrent ici, vous voyez, avec la maîtrise de plus en plus grande des synthèses au niveau des molécules et des macromolécules avec des matériaux complexes, à la fois au niveau de l'électronique, silicium, etc., céramique complexe, et les matériaux complexes moléculaires. Si on s'intéresse aux matériaux traditionnels, métaux et alliages, céramique, polymère, il n'y a pas au sens strict de matériaux moléculaires. Il y a des matériaux macromoléculaires, mais pas de matériaux moléculaires. Lorsque chacun de ces matériaux est utilisé pour ses qualités propres, on ne satisfait pas tous les besoins. Et c'est pour ça que de temps en temps, de plus en plus, on a recours à des composites. Le béton en est un. L'acier plus le ciment, c'est du béton. Le pneumatique en est un autre. Il y en a un là. Acier plus caoutchouc, ça donne du pneumatique. Et en fait, le caoutchouc est beaucoup d'autres choses désormais. Et au niveau des fibres, verre plus polymère, on aura toutes sortes de composites. En fait, chacun de ces grands types de matériaux est déterminé par la nature de ses constituants. Pour les métaux, ce seront des atomes. Pour les céramiques, ce seront des ions. Pour les macromolécules, ce seront des molécules et des macromolécules. Et vous voyez que à chaque matériau va correspondre un type de liaison. Métallique pour le métal, ionique pour les céramiques et covalente, je vais y revenir dans un instant, pour les macromolécules. Et vous voyez aussi que les propriétés sont différentes, ce qui fait que, en fait, ces matériaux sont très complémentaires. En fait, ma conclusion ici, c'est que la liaison et la structure vont déterminer les propriétés. De plus en plus, parmi les contraintes qui sont liées aux matériaux, tout à l'heure nous avions ici des atomes. En fait, il va falloir faire appel aux matières premières, à des ressources. Et alors que jusqu'à encore récemment, on se préoccupait peu ou pas des déchets ici, une fois qu'on avait satisfait le besoin, eh bien désormais une grande partie du travail des gens qui font des matériaux consiste à faire en sorte que les matériaux soient soit dégradables, soit puissent être recyclés. Et donc au cycle de tout à l'heure, il y a ici un court-circuit concernant le recyclage entre le produit qui est fait et puis la synthèse dans des considérations d'environnement. Je passe sur la classification périodique. Est-ce que c'est une activité qui est marginale ou est-ce qui est centrale dans une société comme la nôtre? Est-ce que ça coûte cher, les matériaux? Il n'est pas inintéressant de regarder ici, en ordonnée, j'ai le coût en euros par kilogramme ou en dollars, à peu de choses près, entre ici 0,1 euro, c'est le franc, quoi. Vous voyez, il y a des matériaux de construction qui vont au kilogramme qui vont coûter de l'ordre d'un franc. Et puis 10 puissance 5, vous mettez 5 zéros derrière, et vous avez le prix d'un kilogramme de lentille de contact. Même si effectivement on n'achète pas la lentille de contact au kilogramme, il ne reste pas moins que dans les matériaux biomédicaux, on va avoir des prix très élevés, le valve cardiaque, etc. La brosse à dents, c'est pas rien, les matériaux pour brosse à dents sont relativement plus chers que, par exemple, les matériaux faits pour l'automobile bas de gamme. Bien. Bon, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut voir des matériaux moléculaires autour de nous? Si on fait ça au sens large, l'oxygène, par exemple, qui protège notre planète de l'ozone, c'est un excellent filtre à ultraviolet. Et on peut considérer que c'est un matériau dans ce dispositif-là. L'eau, si on considère les systèmes biologiques, le sang, c'est un porteur, c'est un vecteur de toute série de molécules, là où il faut les porter pour que nous puissions vivre. Et donc c'est aussi un matériau dans ce dispositif-là. Au niveau géologique, c'est pareil dans les océans. Ça, c'est pour les liquides. Pour les solides, il y a le savon, il y a les macromolécules. Mais on peut imaginer que le trinitrotoluène, qui est un explosif, dans un dispositif où on a besoin que ça saute, eh bien, c'est aussi un matériau moléculaire. La lysarine, j'en parlerai tout à l'heure, c'est un colorant. Et quant aux cristaux liquides, c'est un
matériau typiquement moléculaire qui a permis de découvrir de nouvelles phases de la matière au-delà des phases gaz, liquide, solide, etc. Pour conclure cet aspect-là, je pense que si on s'intéresse aux caractéristiques et aux avantages et inconvénients des matériaux moléculaires par rapport aux autres, j'ai ici listé les avantages. Leur inconvénient, le gros inconvénient, c'est qu'ils sont fragiles. Mais en gros, ces matériaux moléculaires, il y a une très grande flexibilité de la chimie. Quand on veut transformer la matière, la chimie organique, la chimie des métaux de transition est extrêmement riche et très flexible. C'est des conditions douces, à la température ambiante, à la pression ambiante. Les structures sont incroyablement variées. On peut même créer des molécules qui, comme les mains, sont chirales, c'est-à-dire que l'image de la main dans un miroir n'est pas superposable à l'autre main. Donc on a des molécules qui sont comme cela. Leurs propriétés au niveau mécanique, ils sont légers, ils ont une densité très faible, ils sont souvent transparents ou colorés à volonté. Ils ont des propriétés chimiques très variées, ils sont formés souvent de carbone, ils sont biocompatibles, on peut les mêler au biologique. Et leurs propriétés sont en fait très variables. Ils sont assez faciles à mettre en forme, ils sont souvent solubles, et donc on peut les mettre en forme facilement. Souvent ils sont biodégradables et on s'efforce de faire en sorte qu'ils soient recyclables. On arrive à la deuxième partie. Quels sont les fondements pour créer un matériau moléculaire? Alors on a vu qu'il y en avait des molécules. Comment faire une molécule? Pour ça, il faut une liaison chimique, il faut une interaction entre les atomes. Et je vais peut-être... là, il y a peut-être un moment un peu difficile à passer, mais je crois que c'est indispensable de comprendre pourquoi, effectivement, une molécule existe. Je prends deux atomes d'hydrogène, avec chacun un électron, il y a un noyau et un électron à la périphérie, ou bien, si on s'appelle Bohr, on dit que c'est dans une orbite, ou bien un peu plus tard, on se rend compte que c'est une orbitale, c'est une densité de probabilité de présence de l'électron qui peut être décrite par une fonction d'onde, par une onde au sens mathématique du terme, et par une fonction d'onde. C'est un objet mathématique qui décrit bien les propriétés de l'électron. Eh bien, lorsque ces deux fonctions d'onde, on les combine, voilà deux fonctions d'onde ici qui sont de symétrie sphérique. Dimanche dernier, M. Malrieux a décrit cela plus en détail. Eh bien, quand vous les combinez en phase, eh bien vous avez une orbitale moléculaire, c'est une molécule qui est plus stable en énergie. Les ondes sont en phase et elles sont plus stables. Au contraire, lorsqu'on met une petite paroi ici et une zone qui s'appelle un nœud ou un plan nodal, eh bien, il faut une grande énergie cinétique à l'électron et l'orbitale est au-dessus, on dit qu'elle est antiliante. Et évidemment, les deux électrons qui étaient dans les orbitales de départ vont se réfugier dans l'orbitale du bas et c'est ça qui fait la liaison. Dans la molécule de dihydrogène, c'est la liaison covalente. Deuxièmement, si on prend deux atomes différents avec des fonctions d'onde, des électrons qui sont à des énergies différentes, ici le fluor, ici l'hydrogène, vous voyez que les énergies, j'ai oublié de dire que c'est un diagramme d'énergie des orbitales moléculaires, eh bien, vous voyez qu'on a deux orbitales, mais elle est maintenant dissymétrique. Et ici, l'orbitale du bas a davantage de fonctions d'onde venant du fluor que de l'hydrogène. On dit que le fluor tire à lui les électrons de la liaison, on dit qu'il est électronégatif, parce que ici, l'orbitale est plus basse. Et donc, on va avoir une répartition des charges différente. Le dihydrogène, c'est symétrique. Là, ça l'est pas. Et on a un moment dipolaire. C'est-à-dire qu'ici, on a un excès de charge négative sur le fluor et un excès de charge positive sur l'hydrogène. On a un moment dipolaire. Et ça va influer beaucoup les propriétés d'interaction intermoléculaire. Prenons par exemple la molécule d'eau, où l'oxygène attire à lui les électrons de liaison, c'est un peu caricatural ici, eh bien il y a un moment dipolaire fort. Et ce moment dipolaire fort va solvater des électrons positifs ou négatifs en solution dans l'eau, et entre les molécules d'eau, il va s'établir une liaison un peu particulière, grâce à ces dipôles, moins delta plus delta ici, ce sera la liaison hydrogène, qui est assez forte, qui est de l'ordre de 10 fois moins grande que l'énergie d'une liaison OH. C'est un ordre de grandeur, 10 fois ou 20 fois. Donc ça nous crée des conditions, 1, pour stabiliser une molécule, et 2, pour prévoir des interactions entre les molécules. Par exemple, dans la vapeur d'eau, il n'y aura pas d'interaction. Dans le liquide, il commence à y avoir des interactions avec des liaisons hydrogènes. Et dans la glace, il y a un ordre
ici c'est un solide tétraédrique, où les liaisons hydrogène marchent à plein. Et vous voyez que ces liaisons hydrogènes, lorsqu'on regarde par exemple la température de fusion d'un certain nombre de composés, lorsqu'on a des liaisons hydrogènes ici, excusez-moi, pour ces composés, l'ammoniac, l'acide fluorique ou l'eau, on a des discontinuités par rapport par exemple aux gaz rares. Et ici, la température d'ébullition des gaz rares dépend de leur volume. Plus le volume est grand, plus l'atome est polarisable, et donc plus les moments dipolaires à l'intérieur des atomes vont intervenir, et donc il y aura des interactions dipôles instantanées, dipôles induits. Bien. Voilà les deux choses que je voulais introduire pour fabriquer mes matériaux. Et maintenant, on peut passer à quelques exemples. Et je n'ai pas de savon ici, mais c'est d'usage fréquent. En gros, je vais prendre l'exemple des savons et des savons, très rapidement les savons. Qu'est-ce que c'est qu'un savon? C'est une molécule ici avec une longue queue CH2, CH2, CH2 organique, et puis une tête polaire qui porte une charge négative avec quelque part un ion positif, sodium. Je le schématise comme ça, un trait et puis une boule. Le boule, c'est la tête polaire qui porte une charge. Eh bien, vous voyez que si on met ça dans l'eau, on est ici dans l'eau, les têtes polaires vont chercher l'eau et chercher les liaisons hydrogènes grâce aux interactions ion-dipôle ou dipôle-dipôle. Par contre, les queues vont, elles, se mettre les unes en face des autres, et on aura donc comme ça formation de couches. Voilà une bicouche ici, ou bien demi-sel, avec des formes qui peuvent être très complexes. Et ça, ces interactions, soit hydrophiles, tête polaire et eau, soit hydrophobes, sont nécessaires pour comprendre comment agit un savon au niveau d'une tache de gras sur un tissu. Vous avez ici un tissu avec des molécules de savon, ou des ions de savon, et puis de l'eau. Lorsque, dans un deuxième temps, la graisse est une substance qui n'est pas polaire. Il y a de longues queues également sur la graisse. Donc, ce sont les queues du savon qui vont se mettre là. Elles vont les entourer, les molécules d'eau autour des têtes polaires. Et à un moment donné, tout ce beau monde part en solution et votre tissu est presque propre. Presque. Et donc, il faut contrôler la température, etc., l'agitation et les additifs. Les cristaux liquides. On prend une molécule anisotrope comme ça, qui n'est pas nécessairement polaire. Je la représente par cette espèce d'ellipsoïde. Et on a le gaz dans lequel il y a un désordre complet, le cristal où l'ordre est parfait, et puis le liquide où l'ordre est partiel. Lorsque on s'intéresse à une phase cristal liquide comme celle-ci, eh bien, on a un ordre partiel. C'est-à-dire qu'un cristal liquide ne va pas passer de l'état liquide à l'état solide d'un seul coup, avec une température de fusion bien précise. Il va y aller par étapes, en passant par une phase cristal liquide, une phase nouvelle, une phase mésomorphe, où la matière est partiellement organisée. Il y a différents types de cristaux liquides en fonction de la façon dont s'orientent les molécules, et peu importe les noms. Mais vous voyez que l'ordre ici, c'est hexagonal. Là, ce sera sans ordre. Donc, il y a A, B, C. On peut aller comme ça très loin. Ici, un nématique, il n'y a pas de plan. Et puis, on peut avoir des nématiques chiro. Alors, la direction d'un cristal liquide, ça s'appelle le directeur. Et l'axe moyen des molécules va pouvoir décrire un cône. Et lorsque, de couche à couche comme ça, le directeur va bouger, on dira qu'on a affaire à un nématique chiral, parce qu'il peut tourner dans un sens ou dans l'autre. Et précisément, alors voilà par exemple quelques types de molécules cristaux liquides, peu importe ceci. Vous voyez, ce sont des molécules qui sont allongées, anisotropes. Mais ici, vous voyez que le cristal est à 27 degrés, le liquide est à 47 degrés, entre les deux, il y a une phase nématique. Et ça, c'est utilisé dans des dispositifs. Lorsque, alors je ne vais pas rentrer dans le détail technologique, mais lorsque vous avez par exemple des cristaux liquides qui sont entre deux lames ici
qui peuvent conduire le courant, que vous pouvez appliquer un champ électrique, eh bien vous pouvez, grâce aux propriétés d'anisotropie de ces cristaux liquides, grâce en particulier au fait que l'indice de réfraction de la lumière dans cette substance n'est pas la même le long des axes ou perpendiculairement à la molécule, eh bien, par exemple ici, ce sera clair, avec cette disposition homogène, dans cette disposition dite homéotrope, ce sera opaque. Si vous avez l'inverse, vous pourrez avoir une disposition comme ci où ce sera opaque, un champ électrique, ça devient clair. Et ceci, c'est à la base des affichages à cristaux liquides que vous avez ici dans ce multimètre. Et vous voyez ici s'afficher, c'est très précisément ce qu'on met en œuvre comme propriété. Autre application, on va avoir besoin de la première diapositive dans un instant, c'est la suivante. Lorsque on a un cristal liquide comme ces molécules ici, où on va avoir un hématite, par exemple, qui sera chiral. On les appelle aussi cholestériques, ces phases, parce que la première fois que ça a été observé, c'était avec un benzoate de cholestérol. Eh bien, on a un axe optique, on a le directeur ici, qui va varier, comme ça, en fonction de la distance. Et la longueur d'onde qui est réfléchie par ce cristal liquide dépend à la fois de l'indice et de cette distance ici entre les plans. Et lorsqu'on fait varier la température, on fait varier la couleur, comme, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici, ça? Alors, on a une main ici, je l'espère, on en a deux, mais ici, j'aimerais bien en voir apparaître une là-haut, sur laquelle on a mis du cristal liquide, voilà, et vous voyez apparaître sur la main des couleurs différentes qui correspondent à des températures différentes de la main, et donc à des propriétés de réflexion différentes. Cette diapositive a été procurée par Jacques Maltête de l'Institut Curie. Merci. L'autre application, c'est ce que vous mettez dans vos bouteilles pour savoir s'ils sont à la bonne température. C'est un thermomètre à cristal liquide. Bien. Les polymères. Il y a toutes sortes de polymères ici. Ici, pour obtenir des polymères, c'est très simple. On part d'une molécule à 2 atomes de carbone, avec une liaison ici qui est insaturée. Vous voyez qu'il y a une double liaison. On va pouvoir l'ouvrir, fixer un radical R, un CH3, etc., qui peut être activé soit par un électron, soit par un cation, soit par un anion, avec les noms correspondants pour les polymérisations. Ça va se fixer et on va transmettre ici soit le radical, soit la charge. Et on va pouvoir comme ça développer des polymères qui vont avoir des longueurs différentes. Lorsque on s'intéresse aux principaux polymères, le polyéthylène ou le polypropylène, eh bien, chaque fois qu'on va changer voilà par exemple une feuille de polypropylène qui est parfaitement transparent, qui est relativement rigide. Évidemment, il y a une certaine force à la rupture. Et en faisant varier les groupements ici qui vont être portés par ce carbone, on aura des utilisations multiples. Et les deux premiers ici, ça se mesure par millions de tonnes, les productions, avec donc différents, voilà, par exemple du polyéthylène tressé, de façon à avoir une ficelle solide. Lorsque on change les substituants sur la chaîne, entre l'hydrogène et le fluor, par exemple, on passe de cette feuille transparente à une plaque comme ça, qui est du téflon, ou à cette poêle. Voilà, avec différents additifs. Et vous voyez que le fluor, avec une liaison forte carbone-fluor, eh bien, va avoir, au niveau des propriétés superficielles, des propriétés d'anti-adhérence que n'a pas du tout le polyéthylène. D'où l'utilisation dans les polyvinyles. Une chose importante, c'est le polyvinylalcool, ici avec OH, qui est soluble, lui, carrément. Bien. Et pourquoi le polyvinylalcool peut être intéressant, c'est que on va pouvoir en faire des polymères
léger, transparent. Et par exemple, ici, pour les lentilles oculaires, vous avez vu que c'était les objets les plus chers sur le marché au kilogramme. Eh bien, on va avoir une grande flexibilité de synthèse, transparence, biocompatibilité, parce que dans le polyvinylalcool qui est soluble dans l'eau, eh bien, il va pouvoir y avoir beaucoup d'eau. Si on ajoute des silicones, ça va être transparent au dioxygène, c'est léger et c'est facile à mettre en œuvre. En particulier, on peut avoir des polymères qui permettent le passage du dioxygène. Une polymérisation industrielle, je passe très rapidement parce que je suis vraiment très en retard. On peut y revenir dans les questions. Un autre polymère à succès, c'est le nylon, avec ici une manifestation pour la réclame du nylon dans les années 45 aux États-Unis. Ça a été inventé par Dupont. On a ici une liaison peptidique avec des liaisons hydrogènes entre les chaînes qui font que le nylon sera relativement solide. C'est explicité ici. Vous voyez, la liaison peptidique, c'est ONH. Et puis entre l'hydrogène et l'oxygène, une liaison hydrogène qui assure une certaine cohésion à l'ensemble. Lorsque, en plus de ça, je prends ici maintenant un autre nylon avec ici à la place de ces groupements CH2 ici, CH2, on a des noyaux benzéniques, eh bien on a le Kevlar qui est utilisé en alpinisme pour les cordes parce que en plus des liaisons hydrogènes, on a les interactions faibles de Van der Waals comme dans les gaz rares entre les noyaux benzéniques. Bien. Je vais passer très rapidement en regardant du côté de la nature, parce que les matériaux regardent toujours du côté de la nature pour s'inspirer. On a des polymères, j'en ai parlé tout à l'heure, d'origine animale, d'origine végétale. Ici, il manque le coton, voilà un t-shirt de la publicité est gratuite, 2000 en France, la Méridienne verte. Et ici, d'origine végétale, on aura des polysaccharides à base de glucose. Et précisément, la soie, par exemple, en est un. Non, la soie, c'est d'origine... Maintenant, cette nappe. Pourquoi j'ai placé cette nappe? Parce que, précisément, on a un mélange ici de polymères naturels, la cellulose naturelle, et puis, sous la nappe, ici, il y a un polymère, une série de polymères qui sont décrits ici, intraversables, qui sont d'origine artificielle. Et on a un bel exemple ici de matériaux composites à partir de cette nappe de la méridienne. Bien. Matériaux moléculaires. Pourquoi faire des matériaux fonctionnels? Je suis très en retard. Alors, mais ça... pardon? 30 minutes. Bien. Alors, les propriétés optiques. Quand on envoie de la lumière sur un solide, il peut se passer des tas de choses. Ça peut être réfléchi, ça c'est en général les métaux, ça peut être diffusé, ça c'est souvent les céramiques. Ça, on peut avoir de la lumière transmise, c'est souvent les matériaux moléculaires, on peut avoir aussi de l'émission et de la luminescence. Et on s'intéressera, nous, essentiellement à la transmission et un peu peut-être après, dans la discussion, à la luminescence. Lorsque une lumière passe à travers un échantillon, une partie des photons qui constituent la lumière est absorbée et on peut mesurer le nombre de photons qui passent, c'est la transmission, c'est le rapport de l'intensité lumineuse I sur l'intensité lumineuse I0. Et puis quand on n'a pas envie de compter les zéros, on fait appel au logarithme et on prend le logarithme de I0 sur I, on appelle ça l'absorbance et c'est commode pour tracer des spectres. Le spectre de la lumière visible va de 400 nanomètres à 700 ou 800 nanomètres avec les couleurs qui sont ici. Lorsque on absorbe dans le rouge, on verra bleu. Lorsqu'on absorbe dans le bleu, on verra rouge par transmission. Et la couleur, ben, ça change tout. Lorsque Van Gogh, sauf sur ce dispositif-là, mais voilà. Voilà, ça c'est sur papier Ingres avec des encres spéciales, et ici c'est avec la couleur. Donc la couleur, ça change effectivement la vie, même quand on n'est pas Van Gogh. Et là encore, si on revient à nos tentatives d'explication de la couleur, voilà ce que l'on peut dire. Lorsque les photons qui frappent le matériau moléculaire ou tout autre matériau ici
n'a pas la bonne longueur d'onde pour passer d'un niveau occupé à un niveau vacant, comme on a vu tout à l'heure dans la liaison covalente, eh bien il ne se passe rien. Le matériau est transparent. On a vu le polypropylène. On aurait pu voir le plexiglas. Lorsque les niveaux sont tellement proches les uns des autres que toutes les longueurs d'onde sont absorbées, toutes les énergies sont absorbées, ben, on ne voit plus rien. C'est noir, c'est opaque. C'est le graphite, c'est bien. Et puis, lorsque on a ici un niveau plein et un niveau occupé qui correspond exactement à l'énergie d'une longueur d'onde de la lumière, à ce moment-là, on absorbe cette longueur d'onde, ici du violet, et on aura donc une substance qui sera colorée. Alors, est-ce qu'on peut faire varier comme ça la couleur à volonté? Là, il me suffit de prolonger le modèle de la liaison covalente pour en faire une bande, et c'est relativement simple à comprendre. Vous voyez qu'ici, c'est les fonctions d'onde. J'ai par exemple ici c'est une chaîne d'hydrogène, pourquoi pas? C'est pas vraiment un matériau, il n'existe pas. Mais ici, j'ai les niveaux liants, niveau antiliant. J'ajoute un troisième atome. Entre les deux niveaux, le liant et l'antiliant, j'en ajoute un qui est non liant, ici au milieu, entre les deux. Et vous voyez que bêta, ici, c'est l'énergie de stabilisation de ce niveau, de ce niveau ici par rapport à l'atome initial. Bien. Si j'en mets 4, j'ai 4 niveaux. Et la symétrie est quelques règles simples. Ici, j'ai un nœud. Ici, j'ai 2 nœuds. Ici, j'ai 3 nœuds. C'est donc de plus en plus coûteux en énergie cinétique et donc de plus en plus haut en énergie. Et au total, si je mets une infinité, j'irai d'un niveau qui sera complètement liant, ici, sans nœud, hein, sans parois, comme le dit Malrieux, à un niveau où il y a le maximum de parois, le plus élevé. Et entre les deux, j'aurai une infinité de niveaux, et ce sera une bande dont la largeur est finie, et égale à 2 fois l'énergie dans la molécule de dihydrogène. Si maintenant je fais ça avec d'autres orbitales, disons les orbitales P, eh bien, par exemple dans les polyènes, eh bien, je vais avoir la même chose avec des orbitales différentes, mais ça, je peux le contrôler. Et en particulier, je peux contrôler, vous voyez ici, je vais avoir des niveaux pleins et des niveaux vides. Et donc, j'aurai entre les niveaux pleins et vides un écart que je contrôle et qui va être de plus en plus petit, comme je l'ai représenté ici. En dessous, j'ai les niveaux pleins, ils montent. Au-dessus, j'ai les niveaux vides, ils descendent. Et donc, je peux faire varier la couleur de la lumière, et comme ça, je peux faire des colorants. Ceci, c'est la lizarine, et la façon de la faire, ça c'est la lizarine. C'est un colorant orange, voilà la plante. Au départ, c'était toujours la nature, c'est la Garance, et l'armée française en avait plein les pantalons. Mais les Allemands qui, eux, avaient investi dans la structure, dans la connaissance structurale, l'ont fait industriellement, et toute l'industrie de la Garance naturelle est partie à volo. Une autre propriété, c'est la chimiluminescence. On y reviendra peut-être, si vous voulez bien, dans la discussion. Je n'ai pas le temps de parler des propriétés électriques, si ce n'est pour vous dire que les matériaux moléculaires peuvent être transformés. En général, ce sont d'excellents isolants. Mais, en réfléchissant un peu, on peut les transformer en matériaux conducteurs, voire supraconducteurs. Un conducteur, ici c'est la définition relative à la conductivité. U, c'est la tension appliquée, R, c'est la résistance, I, c'est l'intensité. Eh bien, et sigma, et ici, vous avez un petit barreau, la longueur, la surface. La résistance R, c'est le produit de la résistivité par la longueur sur la surface. L'inverse, c'est la conductivité. Plus la conductivité est grande, plus la résistance est faible. Et ici, si on compare à l'ambiance, un conducteur verra sa résistance diminuer, un semi-conducteur verra sa résistance augmenter, et un supraconducteur, à un moment donné, va voir sa résistance aller à 0. Et donc, on peut faire passer le courant sans dépenser de l'énergie. Eh bien, vous voyez que ici, la conductivité, il y a une échelle formidable. Eh bien, on a essentiellement les matériaux moléculaires sont là, et on peut les transformer pour les faire devenir des conducteurs, voire des supraconducteurs. Et pour cela, si on a bien compris le système de bande de tout à l'heure, par exemple avec un seul cas, la phthalocyanine qui ressemble très fort à la porphyrine, dans l'état normal, voilà la structure, c'est un isolant, il y a une bande qui est pleine, une bande qui est vide.
et j'oxyde, j'enlève des électrons ici en haut de la bande est à moitié remplie, en ce moment-là, les électrons ils peuvent passer d'un site à un autre, ça devient un conducteur métallique. Le magnétisme. Le magnétisme est lié à des électrons isolés. Des électrons non appariés. Vous voyez que dans un matériau comme le polypropylène ou les polymères dont j'ai parlé, en général, les électrons vont par paire, une paire fidèle. Un électron a un moment magnétique vers le haut et l'autre électron a un moment magnétique vers le bas. Un électron célibataire est associé à un moment magnétique. Et s'ils vont par paire, face à nul, on ne voit rien, c'est diamagnétique. Ce sera repoussé par un aimant. Lorsque, au contraire, j'ai un électron dit célibataire ici, je vois apparaître le moment de cet électron. Et précisément, lorsqu'on a affaire à des métaux de transition, on a des orbitales d, voilà encore un nouveau type d'orbital, un peu plus compliqué que les autres. Il y en a 5 qui peuvent porter chacune un électron, et on peut aller comme ça jusqu'à un électron, 2 électrons, 3 électrons. On dit que l'électron porte un spin, et donc on peut aller jusqu'à un spin 5,5. Lorsque, en plus, autour du métal, on ajoute des molécules avec une géométrie donnée, par exemple un octaèdre, vous voyez ici un octaèdre, un métal avec 6 ligands, eh bien, l'énergie de ces orbitales bouge. Il y en a 3 qui restent en bas et 2 qui restent en haut. On peut l'expliquer simplement, mais le temps me manque. On peut avoir une levée de dégénérescence, c'est comme ça qu'on appelle, petite ou grande. Et si c'est vraiment très grand, les électrons qui sont en haut, ils auront envie de redescendre. C'est ce qui se passe ici. On dira qu'on a affaire à un champ fort et à un bas spin, puisque là, il n'y a plus qu'un spin qui est célibataire. Au contraire, lorsque les niveaux sont proches, eh bien, les électrons sont bien dans chacune de leurs orbitales. Ça leur coûte de l'énergie pour s'apparier dans une orbitale, et donc ils restent comme ça, et on a un haut spin avec un champ faible. Et voilà les orbitales, 3 qui sont de symétrie, qui ressemblent à la symétrie pi, et ici une symétrie qui ressemble à la symétrie sigma, comme dans la molécule de dihydrogène. Je voudrais, sur les propriétés magnétiques, vous montrer, en utilisant ce simple concept de champ cristallin ou de champ des ligands, ce qui se passe lorsque, ça c'est un article de Philippe Gütlich qui est paru dans Angewandte Chemie, qui est une grande revue européenne, en 1994, et qui montre que lorsque, je n'ai peut-être pas commenté suffisamment ici, lorsqu'on a un champ intermédiaire, les électrons ne vont pas savoir que faire, ou bien se mettre en haut, ou bien se mettre en bas. Se mettre en bas, alors, ça rapporte l'énergie qu'on gagne ici, et il faut mettre, s'il y a de la répulsion interélectronique, il faut pas, quand on les apparie. Donc, lorsqu'on a un champ intermédiaire, où cette énergie de répulsion est du même ordre de grandeur que l'énergie entre les orbitales, à ce moment-là, on va avoir un complexe métallique qui va pouvoir aller du haut spin au bas spin. On appelle ça une transition de spin. Et c'est ce qui est indiqué ici. Bas spin, haut spin, pour un complexe du fer 2 où il y a 6 électrons. Le reste, c'est un tout petit peu compliqué. Ça, c'est le complexe en question. Ce que je voulais vous montrer, c'est que ça, je voudrais, à cette occasion, rendre hommage à Olivier Kahn, sans qui les matériaux moléculaires magnétiques et le magnétisme moléculaire en France et dans le monde ne serait pas ce qu'il est, et qui est prématurément décédé, et qui, dans un article récent, a montré une transition de spin sur ce complexe ici. Vous voyez que ici, ça c'est, disons, le nombre d'électrons célibataires. Ici, il est important, et hop, il devient nul. Et en plus, lorsqu'on baisse en température et lorsqu'on remonte en température, il y a une zone commune ici. Ça veut dire qu'il y a des endroits où le matériau se rappelle de l'endroit où il vient. S'il vient de la température ambiante ou s'il vient des basses températures. Ce qui fait qu'à la même température, ici, ça c'est un thermomètre, eh bien vous pouvez avoir, et évidemment, lorsqu'on change le champ des ligands, on change aussi la couleur du composé. Et on voyait qu'à la même température, un composé peut être à la fois rouge et blanc. Et ça peut être utilisé, et c'est un dispositif qui a été donc mis en évidence par Olivier Kahn, et qui a été, pas commercialisé, mais très étudié par la société Philips. Eh bien, vous mettez votre matériau moléculaire ici, et dessous, vous avez mis un ensemble de plots que vous pouvez soit chauffer, soit refroidir. Et à ce moment-là, lorsque vous chauffez, vous aurez la variété blanche à haute température, et lorsque vous refroidissez, vous aurez la variété rouge à basse température. Et lorsque vous choisissez vos plots, vous aurez effectivement un afficheur
qui est ici un afficheur à transition de spin avec des complexes métalliques. Ici, les composés étaient isolés les uns des autres. Maintenant, si on veut faire du magnétisme tridimensionnel, il faut que la molécule soit dans un cristal. Et donc, il faut concevoir des interactions entre les molécules ou entre les ions métalliques pour qu'ils se voient et que, par exemple, tous les spins dans le cristal se mettent vers le haut ou se mettent vers le bas. Ça, c'est ferromagnétique. Ça, c'est antiferromagnétique. Et puis, si j'ai sur un métal beaucoup de spin et sur un autre métal, un ion métallique, un peu de spin, il va me rester quand même du spin. C'est ce qui est indiqué dans ce transparent où j'ai résumé. Et la température de Curie sera la température où les spins se promènent comme ça parce qu'il y a du désordre thermique. Et puis, en dessous de la température de Curie, tous les spins vont se dresser. Ici, tous parallèles, c'est du ferromagnétisme. Ici, tous antiparallèles, c'est de l'antiferromagnétisme, c'est diamagnétique. Et puis, lorsqu'on a des grands spins et des petits spins antiferromagnétiques, on a du ferrimagnétisme, et ça a valu le prix Nobel à Louis Néel. Et comment peut-on, au niveau des matériaux moléculaires, savoir si ce sera ferro ou antiferro? Eh bien, on a encore un modèle théorique qui permet de dire, si j'ai deux orbitales, voilà mes deux orbitales, si les deux orbitales se recouvrent, à ce moment-là, les électrons ils vont stabiliser et les électrons ont envie de se mettre antiparallèles. C'est très schématique. Si au contraire les orbitales sont orthogonales, c'est ce qui est indiqué ici, orthogonalité, eh bien à ce moment-là, les spins auront envie de rester parallèles. Et nous baignons dans le ferromagnétisme en permanence. En voici un exemple. C'est le dioxygène. Le dioxygène, la structure moléculaire est telle que on a ici deux électrons célibataires dans deux orbitales au même niveau qui sont orthogonales. Les voici, deux orbitales pi et pi étoile, elles sont antiliantes. Et donc on a un couplage ferromagnétique entre les ions. Je n'ai pas le temps de faire l'expérience de chimie qui est proposée là, mais dans les questions peut-être. Si j'avais eu le temps de vous faire l'expérience, je voudrais préparer du bleu de Prusse. Le bleu de Prusse, il est connu depuis 1704. Et en général, on le connaît pour être un ciment. En gros, c'est une molécule de ferricyanure que je vous ai montré tout à l'heure, un fer avec 6 cyanures autour. Et puis à côté, ça c'est les octaèdres violets ici. Et puis, ici, en jaune, vous avez d'autres ions qui sont des ions fer 3. C'est un solide bleu qui est un pigment et qui est pas magnétique du tout, sauf à très très basse température. Mais comme on peut identifier ici la molécule dans le solide avec entre un ion et un autre un carbone et un azote, à ce moment-là, on peut réfléchir à l'interaction entre les deux ions. Eh bien, c'est ce que nous avons essayé de faire. Voilà le champ des ligands de tout à l'heure. Vous voyez que lorsque j'ai des électrons ici qui sont en bas, comme ça, de cette symétrie, eh bien, ils pourront se recouvrir avec ceci et ce sera antiferro, l'interaction. Et au contraire, lorsque la symétrie est différente ici, que l'orthogonalité sera assurée, ce sera ferromagnétique. L'interaction sera ferromagnétique. Quand on fait ça, ben voilà le solide bleu que l'on obtient lorsqu'on met du chromicyanure et du vanadium. Et à ce moment-là, on joue avec les spins, on joue avec les électrons. Voilà par exemple les résultats. Ici, c'est la température de Curie, la température d'ordre. Et ici, c'est le numéro atomique de l'élément. J'ai ici du chromicyanure, un chrome entouré de 6 cyanures, et lui, il a 3 électrons dans les orbitales du bas, d'accord, que j'appelle T2G. Eh bien, le nickel 2 ici, il a 2 électrons dans les orbitales du haut. C'est orthogonal. Les orbitales sont orthogonales. Donc, c'est ferromagnétique. Et bien, quand on met ça dans le bleu de Prusse, eh bien, on obtient un solide qui est ferromagnétique à 90 Kelvin. Cette substance a été réalisée par Véronique Gadet pendant sa thèse, et il n'est pas impossible qu'elle soit dans la salle. Donc, autant lui rendre hommage. Et puis ensuite, on prend du manganèse, alors il y a des électrons verts et des électrons rouges. Il y aura donc de l'antiferro et du ferromagnétisme. Eh bien, dans ces conditions, ça va être l'antiferromagnétisme qui va l'emporter, et on aura une température de Curie, donc une interaction faible, et une température de Curie faible. Par contre, et c'est encore l'idée de Véronique Gadet, si on enlève les électrons rouges qui sont là, on va avoir une interaction antiferromagnétique très forte, et on va augmenter la température de Curie, et c'est ce qui
nous a amené, par exemple, à avoir ici voilà, ici, le composé est sensible à l'oxygène, donc il est sous argon, il est dans un tube scellé. Pourquoi le magnétisme a cette réputation? C'est que lorsqu'on met des aimants permanents, ça c'est des aimants métalliques, voilà, sans interaction, ils se repoussent, c'est ces forces invisibles qui font qu'on est magnétique ou qu'on ne l'est pas. Et voilà. Ici, il y a cette poudre, et maintenant je prends l'un de ces aimants. Voilà, et puis j'aimerais vous montrer que la poudre ici est attirée, et en tout cas que elle est attirée. Voilà. D'accord? Eh bien, ce matériau n'existait pas avant que Sylvie Ferlet le fasse. Eh bien, est-ce qu'on peut mettre ça, le plus utile, dans un dispositif? La réponse est oui. La température de Curie est un peu supérieure à l'ambiante. Donc, lorsque vous avez un aimant permanent, en dessous de l'ambiante, le composé sera attiré. Maintenant, vous avez une source de lumière, vous chauffez, il va être chauffé, il n'est plus attiré, et donc il va se mettre à battre. Donc, on peut éteindre, pas tout, mais une partie. On va essayer même avec la lumière comme ça. Donc ici, mon dispositif, vous voyez, mon échantillon est éclairé, et il se met à osciller. Vous pouvez comme ça récupérer l'énergie solaire. Je n'ai jamais calculé le rendement. Mais c'est un matériau moléculaire qui peut effectivement permettre à récupérer de l'énergie de bas niveau. Bien, merci. Je vais l'éteindre. Désormais, je suis très en retard. Il faut conclure. L'électronique moléculaire, je pourrais répondre par des questions. Ce qui est incroyable dans ce domaine, c'est que des chimistes, je vais vous montrer un seul transparent, c'est que le problème, c'est de savoir est-ce qu'on peut travailler au niveau d'une molécule? Est-ce qu'on peut voir une molécule et pas seulement un ensemble moléculaire? Et la réponse est oui. Et ce transparent, je le dois à André Gourdon et Jean-Pierre Launay. Ils ont conçu des molécules, de longues molécules comme ceci, qui peuvent se poser sur des surfaces, d'où leur nom de Lander. Voilà la molécule. Et on utilise une microscopie à effet tunnel. Voilà la pointe de la microscopie à effet tunnel. Voilà la molécule. Voilà la marche. Et on peut comme ça mesurer la résistance d'une molécule et identifier les propriétés électroniques de la molécule. Bien. Il me faut désormais conclure, car on est à 50 minutes. Matériaux moléculaires, ce n'est qu'un début, c'est-à-dire que ça m'amène à la conclusion. En fait, je vous ai montré la grande flexibilité de cette chimie, et on va pouvoir maintenant l'appliquer à toutes sortes de matériaux, et quelques cibles possibles sont, outre par exemple l'électronique moléculaire dont j'ai dit un seul mot, ça va nous amener vers toutes sortes de directions, par exemple celle des capteurs, faire des molécules qui vont accueillir d'autres molécules avec la chimie supramoléculaire dont a parlé Jean-Marie Laine il y a peu de temps. Et ça, c'est le contrôle des interactions intermoléculaires. Si on inclut ce capteur dans un dispositif, ça va permettre effectivement d'avoir des indications sur la nature de la molécule qui arrive. D'autres applications, c'est vers les nanosystèmes, c'est les matériaux polyfonctionnels. Je n'ai rien dit du carbone, par exemple, parce qu'une conférence y sera consacrée, mais au-delà du diamant, liaison covalente très dure, graphite et transparent, il n'y a que du carbone, là. Le graphite qui est noir et semi-métallique conducteur, et puis le fullerène qui est là, un autre état du carbone. Il y a maintenant des nanotubes de carbone où on va pouvoir faire de la microélectronique. Et puis, en matière d'électronique moléculaire, en feuilletant un journal du soir, que je ne citerai pas, le travail maintenant au niveau d'un atome de la molécule, amène, et la nécessité de miniaturiser, le besoin de miniaturiser toute une série de choses, d'accumuler beaucoup d'informations, d'y avoir accès vite, fait qu'on va vers des dispositifs nanométriques, puis moléculaires ou atomiques.
Et donc, on parle de l'ordinateur quantique. Ça doit être sérieux puisque la presse en parle. En tout cas, il y a beaucoup à faire. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai apprécié votre conférence. Alors tout à l'heure, vous avez parlé des molécules anisotropes. Oui. Alors je voulais savoir si l'anisotropie pouvait caractériser des molécules d'alcool et en particulier d'anis. Des molécules d'anis. Oui. Vous avez la formule? Tout ce qui est nombreuses molécules, j'ai pas si l'anisole, c'est anisotrope, oui. Mais je ne sais pas si ça aura les propriétés que vous recherchez. À cette heure-ci, en général, on utilise l'anis à bien d'autres choses, mais en tout cas dans le sud de la France. Quel était l'objet? Ici? Oui, ici. Est-ce que c'est votre 366e question? 342. Bonjour monsieur, pour ma Bonjour. énième question. Je voudrais simplement savoir si on pouvait utiliser le principe que vous avez énoncé là sur les polyènes pour faire de la photographie et pour imprimer les films, par exemple. Merci. Oui, la photographie couleur est basée effectivement sur la présence dans la pellicule photo d'un certain nombre de molécules organiques qui ont des systèmes électroniques différemment délocalisés, et donc certaines absorbent le rouge, le bleu, etc., les couleurs fondamentales, et c'est utilisé chaque jour dans les appareils photographiques que vous utilisez, oui, sûr. Monsieur. Oui. Bonjour. Ce matériel anti-adhérent dont vous Oui. avez parlé, Le téflon. Parlez dedans, dans le micro. comme ça. Le téflon, oui. Et comment on l'adhère au métal? Vous avez remarqué que j'étais très en avant au niveau des matériaux moléculaires. Il est clair que si je veux faire adhérer cette feuille sur le métal, ça va être difficile. Il y a évidemment des traitements spéciaux qui font... Cette nappe ici, c'est des composites. En fait, il y a une base, une matière de base, et puis ensuite autour, on met ce qu'il faut pour que ça colle sur le support en question. Entre ce que j'ai raconté sur la liaison chimique et les interactions intermoléculaires et le matériau réel dans la vie de tous les jours, il y a énormément d'ingénierie et en général beaucoup de composites. Et ce type d'interaction, évidemment, si effectivement ça n'adhère pas à votre beefsteak ou à votre viande du dimanche, pourquoi s'adhérer sur le métal? Bonjour. Moi, je voulais que vous reveniez sur les matériaux à transition de spin, ceux qui ont Oui. deux couleurs différentes Oui. pour une même température. Oui. J'aimerais savoir un peu mieux comment ça fonctionne, le fait qu'ils peuvent être rouges et blancs au même moment. Oui. Tout dépend de la force du champ des ligands autour. Je crois avoir montré ici, c'est cela que vous voulez que je montre sans doute. Voilà. Dans un complexe à transition de spin, on va passer de cette configuration à celle-là, au spin, bas spin. Qu'est-ce qui se passe? À la température ambiante, le KT, enfin l'agitation thermique est grande, et donc mes boules ici, mes ligands, bougent comme ceci. Et à un moment donné, si je suis dans cette situation-là, il sera plus intéressant au niveau de la stabilité du complexe de diminuer ces liaisons, et donc de devenir bas spin. Mais entre là, vous voyez bien que la longueur d'onde qui va me permettre ici de passer de là à là, et la longueur d'onde qui va me permettre de passer de là à là, va être extrêmement différente. Ici, ce sera rouge, ici, dans le cas présent, ici, ce sera blanc. Donc, en fait, tout dépend de l'énergie entre les orbitales D, les orbitales métalliques. Lorsque vous êtes à haute température, elles sont proches les unes des autres et c'est une certaine longueur d'onde qui est absorbée. Et lorsque vous êtes à basse température, vous avez écarté les énergies et c'est une autre longueur d'onde qui est absorbée. Voilà. Et en fait,
lorsque vous allez de haute température à basse température, eh bien, il y a un moment où, si l'équilibre thermique était atteint, eh bien, il devrait être rouge, il restait blanc. Ça s'appelle de l'hystérésis, c'est aussi vrai en magnétisme. Et c'est ça qui fait donc et c'est dû à l'interaction entre les molécules, ce serait trop complexe à expliquer, et ce qui fait qu'on a donc, à cette température-là, deux états d'énergie du complexe qui peuvent être peuplés en fonction de l'histoire du matériau. Mais donc, le matériau est une mémoire. Moi, c'est l'idée de mémoire qui m'a intéressé. Oui. Puis quand vous parlez d'hystérésie, au niveau de la courbe, ça veut bien dire que le chemin qui est employé pour aller d'un point à un autre n'est pas le même que celui pour revenir. Absolument. Donc, l'hystérésis n'existe pas au niveau de la molécule. Elle existera au niveau du matériau moléculaire. Par exemple, je la créer là-dessous. Mais c'est sûr que lorsque vous avez des matériaux avec des grands rayons et puis avec des petits rayons, si vous partez des petits rayons et que vous allez vers les grands, eh bien l'interaction sera un tout petit peu différente que quand vous partez des grands pour aller vers les petits. D'accord. Et alors, elle est où la mémoire là? Si justement les deux chemins sont différents. Vous voyez, je sais pas si j'ai je pas me entendu fais la bien question. comprendre. Vous disiez que tout à l'heure les matériaux, ils se souvenaient du point d'où ils venaient. Oui. Et là, on parle d'hystérésie, donc le chemin qui est utilisé n'est pas le même. Donc c'est. L'hystérésis, c'est ça. D'accord. L'hystérésis, c'est ça. Dans un aimant dur, c'est pareil. Les domaines s'orientent de différentes manières et pas de la même manière à l'aller et au retour, en fonction du champ magnétique. Cette fois-ci, la contrainte est le champ et pas la température. Okay. Madame, là-haut. Bonjour monsieur. De quelle nature est le HNU dont vous avez parlé, s'il vous plaît HNU? Oui. Oh, pardon. Et je voulais savoir, pour la constante de Planck, comment on a fait pour... parce que la constante de Planck intervient dans le HNU. Oui. Comment on a fait pour déterminer sa valeur, s'il vous plaît? Merci. Pas avec des matériaux moléculaires. HNU, c'est simplement l'énergie du photon. Vous savez que la lumière peut être décrite soit par une onde électromagnétique avec un champ électrique qui oscille, un champ magnétique qui est couplé, ou bien par un photon. Ça, c'est la manière ondulatoire de faire. Et puis, on peut le décrire aussi par un photon. Et dans l'un et l'autre cas, on a une énergie et cette énergie, c'est H, la constante de Planck, qui est nu, la fréquence. Voilà. Et il y a une relation simple entre fréquence et longueur d'onde, et entre longueur d'onde et période, qu'il est inutile de rappeler là. Et donc, HNU, c'est pour moi l'énergie du photon qui correspond à une longueur d'onde de la lumière dans le spectre visible ou au-delà, dans les rayons X ou ailleurs. D'accord ? Quant à l'histoire de la constante de Planck, très franchement, la bibliographie que j'ai faite pour cette conférence ne me permet pas d'y répondre comme ça. Oui ? Ce sont le HNU dont vous avez parlé, ce sont des ultraviolets, des infrarouges, des... Ah, tout ce dont j'ai parlé, oui. Du HNU, c'est ça que je voulais savoir. Tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui, ce sont des transitions dans le visible entre donc 400 nanomètres et 800 nanomètres, et en centimètres moins 1, qui est encore une autre unité, entre donc 25 000 centimètres moins 1 et 12 500 centimètres moins 1. Monsieur. Bonjour monsieur, j'ai beaucoup apprécié votre exposé. Alors comme c'était mené un peu à un train d'enfer, pourriez-vous revenir sur la chimiluminescence dont vous nous avez suggéré que vous pourriez en parler un peu? Ah oui, c'est une bonne question. En fait, c'est une utilisation très particulière décidément, c'est une utilisation très particulière des... Devant. Ah, ils ont bien suivi, vous les avez mis devant, vous avez sorti. Ah, mais il y en a qui ont suivi. Ils ont suivi. Ah, ils ont bien suivi. Hein. C'est bien. Même en train d'en faire. Donc, ça c'est l'absorption. Excusez-moi, ça c'est l'absorption. On prend un électron, on le met dans une orbitale vacante. Là, il y a un trou, c'est une case vacante. Si je fais ça, je crée un trou positif et je mets un électron négatif en haut. C'est un état excité.
Donc il a fallu que je produise de l'énergie. Si maintenant je ramène l'électron en bas, je peux récupérer au moins une partie de cette énergie, parce qu'il s'en perd toujours dans les vibrations, etc. Donc c'est une désexcitation. Cette désexcitation, si elle est uniquement thermique, on ne verra rien. Ou bien alors, il va y avoir émission de lumière. Et ça s'appelle de la luminescence. Et la luminescence, ça peut être soit de la phosphorescence, soit de la fluorescence. C'est un problème de spin, peu importe. Mais la chimiluminescence est quelque chose de particulier. Vous avez deux matériaux, deux réactifs, A et B, vous les faites réagir, à un moment donné, il produit dans la réaction chimique une espèce excitée. Je suis là. Et à ce moment-là, cette espèce excitée, si elle est correctement conçue, elle va émettre de la lumière. Alors, on peut essayer peut-être. Est-ce qu'on peut atténuer un tout petit peu? Alors, vous, si vous êtes campeur, vous avez souvent besoin de lumière. Ici, ça m'a été vendu dans un grand magasin de camping parisien que je ne citerai pas. C'est un vieux magasin. Et il y a là quelque chose qui doit ressembler à du luminol ou quelque chose comme ça, une molécule. Le luminol, ça marche bien sur une fluorescence verte. Là, il y a sûrement une autre molécule dedans où on transmet l'énergie. Il y a une réaction chimique. Et puis, il y a une espèce excitée. Cette espèce excitée passe à des excités pour donner de la lumière. Eh bien, non, c'est bon là. Je vais faire l'expérience maintenant. Voilà. Excusez-moi. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait tout à l'heure dans la séance, parce que ça nécessite un certain nombre de... Merci, on peut y aller. Donc ici, je vais mélanger... C'est une ampoule, il y a une ampoule à l'intérieur. Je casse. Alors là, on peut éteindre. Et je peux même aller chercher monsieur notre conférence. Voilà. Vous pouvez même... Voilà. Donc c'était même pas besoin d'éteindre. Et ça dure 5 minutes. C'est exactement ce qu'on vous propose dans les fêtes au mois d'août, mais le mois d'août est derrière nous, ou au mois de juillet, et c'est une réaction chimique. Et celle-ci va particulièrement vite, avec un rendement de luminescence particulièrement important, et ça dure 5 minutes. Et ici, j'ai d'autres bâtons qui sont moins intenses, la réaction va moins vite, mais qui durent 12 heures, 5 heures, etc. Donc voilà le principe de la chimiluminescence. Et donc on peut appeler ça un matériau qui est utilisé pour ses propriétés chimiques et non pas pour ses propriétés mécaniques, électriques, magnétiques, etc. 5 minutes. Si vous êtes économe et que vous avez un congélateur à côté, c'est une réaction chimique. Et vous le mettez au congélateur, elle arrête. Vous le reprenez le lendemain et vous pouvez... Voilà. Madame. Bonjour monsieur. Oui, ici. Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé dans le domaine de l'électronique qu'on allait vers une miniaturisation de plus en plus grande et contenant des informations de plus en plus importantes. Quelles sont les propriétés ou les lois qui président au fait qu'on va de plus en plus vers l'infiniment petit contenant de l'infiniment grande information? Merci. Il y a une loi de Moore qui dit que que tous les 10 ans on doit diminuer par 2 là. Il y a une décroissance exponentielle de la taille des matériaux qu'on utilise en électronique. Et si on prolonge cette courbe pour vous jusqu'à 2020, on en arrive à l'allure actuelle, on arrive à la molécule ou à l'atome. Alors, la loi en question, c'est une loi empirique. C'est quelqu'un qui a dit « Ah, mais regardez, ici, on avait un ordinateur qu'il fallait tenir dans une cave, et maintenant, j'ai une calculette qui tient dans la main, et puis je peux aller beaucoup plus bas. » Et le nombre d'informations que je peux stocker par millimètre carré est de plus en plus important. Donc voilà, c'est une loi qui est purement empirique. Et dans l'article que je citais tout à l'heure, le chercheur américain d'IBM dit « En 2020, on arrive au niveau de la molécule, et donc on ne peut plus appliquer cette loi. Et donc, il faudra passer... à l'échelle atomique ou à l'échelle moléculaire si on veut continuer. Mais cette loi, elle peut aussi... une loi, c'est fait pour être contournée et c'est pas impossible que... En tout cas, moi je peux vous dire, je peux vous montrer les molécules qu'on fait pour essayer d'enregistrer sur une molécule dans mon laboratoire, avec des succès pour l'instant divers. Mais après, si on a une molécule où on peut stocker une information magnétique, un spin comme ci ou un spin comme cela, après il faudra aller la connecter, cette molécule. C'est l'un des grands problèmes.
passer de l'atomique ou du moléculaire au macroscopique. Et l'information, vous en aurez besoin au niveau macroscopique. Alors, Jean-Marie Laine et les gens qui font la chimie supramoléculaire disent il y a l'auto-assemblage. Avec des savons, on peut faire ça aussi. Mais oui. Qui transporte toutes les informations dans l'ordinateur. Vous parlez de ligand. Ah, le ligand, c'est une molécule. Qu'est-ce qui transporte toute l'information dans l'ordinateur? Oh, écoute, le transport, après, il faut des connexions. Et donc, on aura des molécules qui seront les unes à côté les unes des autres. Les unes à côté ah oui, des il faudra autres. bien les connecter. Alors, si c'est sensible à la lumière, vous aurez une molécule, vous faites passer un faisceau au niveau moléculaire, hein, oui. Ce qui est pas, hein, et vous récupérez l'information de l'autre côté, par exemple. Ou bien alors, il va falloir, si c'est un spin comme ça et un spin comme ça, alors actuellement, on a des têtes avec la magnétodirectance géante dont parlait l'autre jour notre collègue Piécuche, qui permettent d'aller vers des tout petits domaines, mais pas encore au niveau moléculaire. Ce qui veut dire, monsieur, que la molécule est capable de reconnaître toutes sortes d'images, toutes sortes de langues, toutes sortes de dessins. Elle parle pour vous, quoi, la molécule. Toutes sortes d'effets, si je l'ai conçue pour ça. Mon collègue Launay et mes collègues Launay et Gourdon à Toulouse ont conçu des molécules pour pouvoir les mettre au bout d'une pointe à effet tunnel, d'un microscope à effet tunnel, et faire passer du courant à travers. Donc on sait faire ça, même si la pointe est énorme. Il n'y a qu'un atome qui va conduire. Oui, on peut concevoir des molécules pour ça. Donc ce sont des molécules qui reconnaissent toutes sortes de langages. Si un signal électromagnétique est un langage, si une force est un langage, oui. Oui. Si, monsieur. Bon, je crois que ça va être notre dernière question. Merci.